On parlait justement de Monsieur Michel Louiset qui est absent, donc en son absence, et comme il m'a laissé pouvoir, je vais rapporter ces délibérations. Donc la délibération 47 est relative au contrat de concession ERDF-GRDF, donc l'approbation des rapports 2012. Vous savez qu'on est propriétaire du domaine public. Ce domaine public, on le concède auprès de ERDF et de GRDF, de façon à ce qu'ils puissent y passer et y exploiter leur réseau, en contrepartie de quoi eh bien, ils nous font un rapport sur leur activité. Dans le suivi des conventions, donc, on a l'état des travaux neufs qui ont été réalisés, donc il y a l'état des consommations, des recettes correspondantes, il y a les indications sur la qualité de service, il y a les informations sur le degré de satisfaction des usagers. En ce qui concerne l'électricité, vous avez des éléments, il y a peut-être des questions qui vous sont... je crois qu'il y a eu des questions en commission, notamment sur l'intervention sur ce qu'on m'a dit sur les tarifs de première nécessité, sur l'augmentation du nombre de personnes. Mais en réalité, la réponse est dans le rapport lui-même, hein, puisque en ce qui concerne la précarité énergétique, il est bien précisé qu'après l'automatisation de l'accès aux tarifs de première nécessité, donc qui a été fait le 8 mars 2012, hein, l'extension de l'éligibilité aux tarifs sociaux est intervenue le 27 décembre 2012. Donc la modification réglementaire de mars 2012 permet à tout client d'EDF pouvant prétendre donc, aux tarifs de première nécessité, sauf opposition expresse de sa part, de bénéficier automatiquement de la réduction à laquelle il a le droit, ce qui veut dire que ERDF a été assez proactif, hein, et a élargi au maximum d'ayants droit ce tarif de première nécessité, ce qui fait que dans les statistiques, on observe une nette augmentation de ces bénéficiaires de l'année 2012 par rapport à l'année précédente, puisqu'ils étaient 1278 en 2012 et contre 863 en 2011. Ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation de la précarité, c'est parce qu'il y a une augmentation de la prise en compte de cette précarité par ERDF. C'est la réponse que nous apportons par rapport à la question qui avait été posée en commission. Alors, Monsieur Chemin, vous souhaitez poser une question ? Oui, merci, monsieur. En fait, ce n'est pas une question que j'avais posée, c'était une remarque, donc les 48%. Pour autant, même si ERDF a réactualisé ses chiffres, les 1278 contrats de tarifs de première nécessité, ça représente quand même 25% des clients domestiques de la ville de Cherbourg-Octeville. 25 ? Puisqu'il y a, en première page... Non, c'est pas 25. Non, vous avez, à Cherbourg-Octeville, vous avez 5086 clients domestiques et 5607 clients domestiques et professionnels avec des consommations supérieures à 6 MWh. Je pense que les gens qui demandent le tarif de première nécessité ne doivent pas consommer énormément. Ce n'est pas des professionnels, c'est forcément du domestique. Donc on les retrouve plus facilement dans les 5086 clients que dans les 5607. Ouais. Je pense que les 1278, on doit les prendre dans les 5086 clients, ce qui représente 25%. Ouais. On vérifie ce chiffre, hein. On va vérifier le chiffre auprès, que ce sont bien des bénéficiaires annuels, parce que y a parfois les chiffres ont parfois des complexités. Oui, mais ok. En fait, que c'est pas, il n'y a pas de renouvellement, tous les 6 mois, tous les 3 mois, des choses comme ça. La question, mais la question, c'est de dire quand on fait un ratio des 1278 bénéficiaires du TPN par rapport au nombre total de bénéficiaires, le chiffre est relativement important. Oui. Bon, sachant qu'il faut écarter les professionnels, parce que c'est pas les professionnels qui demandent. On est d'accord. Donc il faut se contenter à la population concernée. Donc je pense que ça se comprend entre 10% si on prend la totalité des clients, jusqu'à 25%. Et 25%, ça représente quand même une population assez importante de personnes dans la précarité. Il faut savoir que le TPN, si on fait l'équivalent avec l'eau, c'est comme si vous aviez un filet d'eau pour prendre une douche. Donc pour l'électricité, c'est à peu près 1000 watts. Donc si vous allumez une lampe et puis un convecteur, le disjoncteur va sauter. Le deuxième point que j'avais évoqué lors de la commission, c'est la procédure dite d'urgence.
Nous aimerions avoir rapidement une communication sur ce point, afin de permettre aux personnes soumises à des coupures d'énergie de faire appel à des élus dans des délais cohérents avec la notion d'urgence. Ouais. Bon. Voilà. Ça me paraissait énorme, mais comment dirais-je, les 5000, c'est le gaz, non? Non. Attendez, qu'est-ce que vous me dites derrière? Votre chiffre, c'est pas... Ah, c'est peut-être GRDF? C'est peut-être GRDF, attendez. Ah, autant pour moi, peut-être. Les 23 000, ils sont... Voilà. Nombre de clients, vous l'avez justement au-dessus, à la page en question, là, à la page où il y a le TPN. Vous avez le nombre de clients, c'est 21 327. D'accord. Voilà, bon, ça me rassure un peu plus. Ça me paraissait, moi, beaucoup, hein, 25%, on me dit... Je commençais à m'inquiéter. Voilà, bon, bah vous avez, oui, on a trouvé la réponse collectivement. D'accord. Donc on est à 5%. Oui. Pour autant, pas plus. C'est toujours embêtant d'avoir beaucoup de personnes qui demandent le tarif de première nécessité. Et des fois, ils sont coupés alors qu'ils ont des enfants en bas âge. Donc on vous interpelle sur la procédure d'urgence, c'est-à-dire comment on fait appel à un élu, l'élu référent qui permet d'intervenir rapidement pour éviter la coupure. Ouais. Et le dernier point sur lequel j'étais intervenu, c'est l'absence sur la ville de Cherbourg-Octeville d'un point d'accueil physique, ERDF, GRDF, comme il y avait il y a quelques décennies, permettant à nos concitoyens d'avoir des réponses rapides à des problématiques techniques. Donc je sais qu'aujourd'hui, ce domaine est réservé à la CUC, mais je vous invite, Monsieur le maire, à vous rapprocher du président de la CUC pour qu'il sollicite auprès de RDF, GRDF, éventuellement la mise en place d'un point d'accueil. Ouais, qu'on appelle un PIMS, un point d'information multiservice. Peut-être. Donc voilà, et on a une discussion avec EDF là-dessus, sur justement avoir d'un point d'information mutualisé qui apporte de l'information technique. Alors il faut éviter d'être redondant avec d'autres structures qui sont aussi qui sont présentes dans ce domaine, qui peuvent donner du conseil. Nous, ce qu'on souhaite quand même, c'est que... Alors, il y a plusieurs sujets, on pourrait passer beaucoup de temps, mais on ne voudrait pas non plus que le conseiller sur des solutions techniques soit un peu jugé parti non plus. Il faut être extrêmement prudent. Ceci dit, il y a besoin d'un point d'information multiservice. On l'avait déjà identifié, notamment par rapport à des questions. Vous voulez apporter des éléments? Oui. Des éléments par rapport à la question de l'urgence. Alors d'abord, au sein de la collectivité, il existe un élu d'astreinte 24 heures sur 24, avec un cadre technique aussi d'astreinte 24 heures sur 24, qui permet donc d'avoir une information très rapide des situations d'urgence, surtout en termes de précarité. Ensuite, au sein du CCAS, il existe à peu près toutes les 15 jours la réunion de ce qu'on appelle la commission permanente, qui est justement destinée à prendre et à traiter notamment les problèmes de facturation pour aider les personnes à pouvoir payer leurs factures, notamment d'énergie. Et à ce titre-là, une des délibérations que l'on a voté, le Fonds Solidarité Logement, permet aussi d'apporter de l'aide aux personnes en question. D'autre part, on travaille aussi de manière très rapprochée avec le EDF Solidarité, qui aussi est informé, et donc il y a des liens qui se font entre les deux services, le service du CCAS et le service EDF Solidarité, pour justement aller faire de la prévention et éviter que les gens arrivent à une coupure de courant sur notre territoire. À ma connaissance, aujourd'hui, et j'ai encore une fois à ma connaissance, on n'est pas forcément au courant de tout, mais je n'ai pas connaissance de familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans électricité et sans qu'on ait mis en place un dispositif d'accompagnement, et ça dans un délai très bref. Encore une fois, à ma connaissance, mais on sait qu'on ne connaît quelquefois pas tout, mais voilà, le CCAS intervient très rapidement sur ces questions-là. Et outre la commission permanente, il y a tout simplement la responsable de l'action sociale qui est joignable très vite, et surtout la nuit et les week-ends, l'élu d'astreinte qui est joignable aussi très rapidement. D'accord. Madame Herry. J'ai fait partie, j'étais à la commission, et par rapport à la question qu'avait soulevée monsieur, j'étais intervenue
puisque je connais quand même bien le milieu associatif et les personnes en difficulté par mon activité professionnelle. Et j'étais intervenue au sein de la commission pour dire qu'au niveau du CCAS, il y avait des réponses extrêmement rapides qui étaient apportées et qu'il y avait toujours quelqu'un pour répondre lorsqu'une famille était en grande difficulté. Donc je suis très contente que Frédéric Bastien le confirme parce que c'est vraiment la réalité. Ok. Merci. Parfait. Par rapport, on revient au contrat de concession. On va peut-être le soumettre aux voix. Qui vote contre, hein, on prend acte, hein, qui s'abstient. Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Des présents. Non, mais tout le monde est là, c'est bon. On passe au port Chantraine. Vous savez donc que nous avons des amodiataires, hein, des gens à qui nous louons un domaine qui est inaliénable, qui est le domaine public maritime. Donc, nous avions mis à disposition par voie de convention, donc au bénéfice de l'EURL Bassourdi, donc un terrain cadastré d'une superficie de 168 mètres carrés. Ensuite, il y a eu un avenant qui fait que sont venus se substituer M. Nicolas Lemierre et Mme Sylvie Marie à l'EURL Bassourdi. Et puis là, il y a un nouvel exploitant pour lequel qui sont les SARL Vedettes du Cotentin, représenté par M. Benjamin Bon, donc, qui souhaite reprendre l'activité. Et à ce titre, donc, il est proposé de signer donc, un avenant au contrat d'occupation de ce domaine public maritime sur le port de Plaisance. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous ne quittons pas le port de Plaisance parce que nous attribuons donc une subvention aux stations de la Société nationale de sauvetage en mer de Fermanville et d'Urville-Nacqueville. Alors c'est une décision que nous avions prise il y a déjà maintenant quelques années, à savoir que le port de Plaisance reverse 1,50 € par anneau résident. Donc on doit avoir 1550 anneaux sur le port de Plaisance. À ce titre, donc, ce qui fait une subvention globale à redistribuer de 1 950 €. Ce que nous faisons en règle générale, quand il n'y a pas de projet, vous savez que nous on a 4 stations. Les 4 stations sont celles de Fermanville, Urville-Nacqueville, Barfleur et Goury. En temps normal, quand il n'y a pas de gros projets qui sont développés par l'une de ces stations, eh bien, on reverse, ce qui est tout à fait normal, aux 2 stations les plus proches qui assurent la sécurité de notre bassin nautique de proximité. Nous avions donc précédemment en 2012 fait une intervention forte auprès de la station de Fermanville parce qu'elle s'était dotée d'une nouvelle vedette, d'un nouveau canot de sauvetage et qu'elle avait besoin d'un financement. Donc là, il est proposé, nous retrouvons un peu le rythme normal, il est proposé donc une subvention de 975 € à la SNSM de Fermanville et 975 € à la SNSM d'Urville-Nacqueville qui constituent les stations de notre bassin de navigation de proximité. Monsieur Cuny. Question toute simple, ces subventions seront distribuées aux 2 SNSM quand? Elles l'ont déjà été. Ah. Elles l'ont déjà été, normalement. Ouais. Enfin, je me semble. Hein. Non normalement, je crois qu'elles ont été distribuées. Donc elles ont été distribuées symboliquement. Voilà. C'est-à-dire? Parce qu'il y avait la fête Enfin, moi, j'y étais pas, mais... dimanche dernier, la fête du port Chantraine. Les membres de la SNSM étaient présents et le chèque leur a été remis par M. Louiset. Et de manière symbolique, après sur le versement effectif. Quelle est la signification du terme de manière symbolique que vous utilisez? C'est-à-dire que c'est un carton. Voilà, oui. Par formalisme sémantique, on va vous dire. Comment ça se passe quand une collectivité verse de l'argent à un tiers, que ce soit une association ou une autre structure? Vous savez qu'il y a une séparation entre l'ordonnateur et le mandataire, entre guillemets. Le mandataire, c'est le Trésor public. Le Trésor public ne peut verser la subvention, ne peut mandater le compte du bénéficiaire qu'à partir du moment où il a une pièce administrative justificative. Et cette pièce administrative justificative, c'est, la délibération. D'accord, merci. Voilà, donc cette délibération, elle ne permet que corroborer le geste symbolique qui a été fait, que tenant comme un accord, voilà, et elle permet au comptable public de verser effectivement la subvention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.